Bonjour, ravi de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo pour vous parler d'une vision spirituelle qui me semble indispensable, essentielle à acquérir pour traverser avec le plus de sérénité possible cette crise, ce chaos actuel. Et quand je dis crise, je pense que vous le sentez aussi, c'est une crise beaucoup plus politique que sanitaire, sanitaire étant un prétexte pour imposer un nouveau régime politique. Je crois que vous le sentez, j'en parlerai dans la vidéo un peu plus tard, un régime à la chinoise, un régime, une société de QR code, une société où les droits fondamentaux, les libertés individuelles, les fondements de la démocratie sont en train de disparaître totalement. Et donc cette vision spirituelle permet de prendre de la hauteur. La spiritualité permet de donner du sens aux choses, de les surmonter plus facilement. Et donc je voudrais vous partager 4 clés spirituelles pour comprendre cette crise. C'est toujours une opportunité pour grandir. Et on va voir que cette crise est surtout aussi un affrontement. Du point de vue spirituel, c'est un affrontement entre l'ego collectif et la conscience. L'ego collectif qui est la somme d'une multitude d'égos individuels, et l'ego individuel étant mu par, évidemment, l'égoïsme, hein, c'est la même racine, ego, je, moi, l'orgueil, la peur, la vanité. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de corruption dans la société à tous les niveaux et c'est pour ça qu'il est très difficile d'y voir clair. C'est d'ailleurs pour ça aussi, et pour ne pas être censuré sur YouTube, que j'ai créé un autre canal, un canal Telegram. Telegram étant une plateforme sociale où il n'y a pas de censure. Et donc, vous pouvez aller, je mets les liens en bas de la vidéo si ça vous intéresse, pour vous réinformer. Donc, j'essaie de proposer une sélection de toutes les informations que j'ai pu entendre, sans tomber non plus dans les théories du complot. Non pas que ce n'est pas intéressant, les théories sont toujours intéressantes, mais je ne vais pas dans les interprétations. Je propose des informations qui permettent de ne pas tomber dans les peurs et de sortir des manipulations de ces médias et de ces gouvernements qui, j'estime, sont extrêmement toxiques pour notre santé. Alors, première leçon, c'est la révélation de ce qu'est vraiment l'intelligence. Et l'intelligence, on le voit avec cette crise, n'est pas du tout ce qu'on croyait, à savoir quelqu'un qui est très intelligent, c'est souvent considéré comme... dans le langage commun, quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui a plein de diplômes, qui a plein de connaissances, qui a beaucoup de culture. On le sait, c'est pas du tout ça, on le voit d'autant plus aujourd'hui. On voit au contraire des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de diplômes, ni beaucoup de culture, ni beaucoup de connaissances, qui sont intelligents vraiment, qui ne tombent pas dans les pièges, qui sont capables de remettre en question le narratif de la peur, qui sont capables de résister au mépris social parce qu'ils n'ont pas fait la sainte piqûre. On voit vraiment de l'intelligence. Et l'intelligence n'est pas là où on pensait qu'elle aurait dû être chez les gens qui ont de la culture, qui connaissent l'histoire, qui ont plein de diplômes, les docteurs, les médecins, les philosophes, les grands artistes. Eh bien, on se demande si leur intelligence ne s'est pas évaporée comme neige au soleil. On se rend compte avec cette crise que c'est comme si on n'avait plus le droit d'être intelligent. On n'a plus le droit de poser des questions, on n'a plus le droit de remettre en question les choses. On est obligé de croire au narratif officiel des médias, il n'y a pas de débat possible. Dès qu'on émet une opinion contraire, on est directement taxé de complotiste. Le terme complotiste, c'est vraiment l'argument de ceux qui n'en ont pas, de ceux qui justement manquent d'intelligence, parce qu'il n'y a pas de discussion, on ne discute pas avec eux, ils sont en dehors du groupe social, on ne discute pas. Attitude vraiment très moutonnière en fait. Et donc l'intelligence, qu'est-ce que c'est au final? On se rend compte avec cette crise que l'intelligence, c'est avant tout faire preuve d'humilité. Et l'humilité, c'est justement de dire, je ne connais pas tout, je peux remettre en question mes connaissances, peut-être que je me trompe, j'ai le droit de ne pas savoir. Et donc si on me dit par exemple que tel médicament peut faire beaucoup de morts et qu'on ne l'entend pas à la télé, on dit non, tout va bien, comme la cigarette à l'époque, non, vous pouvez fumer, une femme enceinte peut fumer, il n'y a pas de problème, les médecins le recommandent. Mais est-ce qu'on a le droit de se poser la question? Peut-être c'est pas vrai. Hein, on peut remettre ça en question. Est-ce que c'est pas juste intelligent de vérifier ça? Parce que notre santé est en jeu. Hein. Est-ce que c'est pas juste intéressant aussi de vérifier qu'il n'existe pas des traitements pour soigner telle ou telle maladie? Est-ce que c'est pas juste intelligent de le faire et d'écouter ceux qui vont dire que ça existe, qui sont pas des moindres au niveau scientifique? Est-ce que c'est pas juste intelligent de faire ça? Donc de nouveau de croiser ces sources d'informations. Et puis l'humilité, c'est de pouvoir reconnaître qu'on peut se tromper. Hein, l'orgueil, qui est l'inverse de l'humilité, c'est sans doute le pire ennemi de l'intelligence et de la conscience. On voit des gens qui se trompent, qui ont été trompés et qui continuent parce que, par orgueil, ils ne veulent pas reconnaître devant les autres qu'ils sont trompés, donc ils continuent à répéter le même narratif de la peur.
à croire que voilà, tout ce que leur disent les médias et les gouvernements de manière assez naïve finalement. Et donc l'humilité, c'est pouvoir reconnaître qu'on se trompe. Par exemple, moi, je serais ravi d'apprendre que je me suis trompé et je le dirais avec grand plaisir. Vous avez vu dans les vidéos que je fais, au pire, si je me suis trompé, j'aurais été un peu trop prudent par rapport à certains médicaments qu'on propose. J'aurais été trop alarmiste par rapport à la société qu'on nous présente, qui va être de plus en plus totalitaire selon moi. Au pire, j'aurais été trop alarmiste, trop prudent. Et puis au mieux, j'aurais contribué à sauver des vies, parce que ce qui est en train d'arriver, c'est une véritable catastrophe au niveau humain. C'est une catastrophe humaine, c'est vraiment une destruction de l'humanité en fait. Donc l'intelligence, c'est l'humilité et c'est aussi la curiosité. La curiosité, cette capacité de tout le monde dit ça, mais il y en a un là-bas dans le fond qui dit autre chose, je vais aller écouter ce qu'il dit, ça m'intéresse. Exemple, je me souviens, il y a une dizaine d'années, j'avais entendu pour la première fois la théorie de la Terre plate. La Terre plate, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui croient vraiment que la Terre est plate. Et c'est très facile, quand on se croit très intelligent, d'avoir du mépris en disant « mais c'est n'importe quoi ». Et puis je n'ai même pas écouté. Eh bien justement, l'intelligence, c'est justement de dire, c'est ça l'esprit scientifique, c'est de dire « mais pourquoi ils pensent ça ?» Quels sont leurs arguments? On est curieux, mais quels sont leurs arguments? Moi, je me souviens que j'avais pris 3 heures, puis après, j'ai discuté avec quelqu'un qui y croyait, j'ai pris encore 2 heures en plus pour aller voir. Donc, ça m'a pris du temps. J'ai essayé de laisser tomber toutes mes connaissances. Je me dis, peut-être, finalement, je me trompe, j'ai été trompé. Je ne sais pas, je vais aller écouter ce qu'ils disent. Bon, après, moi, ça ne m'a pas du tout convaincu. Et personnellement, je trouve que ça ne tient pas la route. Donc, je n'adhère pas du tout à cette théorie. Mais vous voyez, la curiosité, c'est d'aller voir, c'est toujours d'aller voir. Des gens disent qu'il existe des traitements très efficaces contre telle maladie, alors que le gouvernement dit le contraire, toute la communauté scientifique corrompue dit le contraire, parce qu'ils ont d'autres intérêts économiques. Je vais quand même aller écouter ce qu'il dit. Je vais aller voir ces traitements, ça m'intéresse, je suis curieux. Il y a d'autres médecines qui peuvent soigner autrement telle maladie. La médecine classique dit non, 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 ça n'existe pas, c'est n'importe quoi. Moi, je vais quand même aller voir, je suis curieux. Vous voyez, c'est ça en fait. C'est l'intelligence, c'est d'être curieux aussi, d'être humble, d'être curieux. Et puis ensuite, une troisième qualité, c'est l'impertinence. L'impertinence qui est la capacité à ne pas suivre le troupeau et de dire non, je ne suis pas d'accord, d'oser le dire. Aujourd'hui, c'est comme si on a peur, et c'est devenu presque une terreur, d'oser dire qu'on est contre la pensée officielle, la pensée unique. On a peur de perdre son travail, on a peur de perdre les amis, on a peur d'avoir des conflits. Et en fait, on n'ose plus rien dire. On le voit tous. Et l'impertinence, c'est justement de s'affirmer en disant « mais je ne suis pas d'accord, je me pose des questions là-dessus, j'ai le droit de me poser des questions. » On a le droit d'être intelligent. L'impertinence qui fait que quand tout le monde va par là, je me dis « mais tiens, qu'est-ce qu'il y a par là ?» Et qu'est-ce qu'ils disent les gens là-bas? Ça rejoint la curiosité. Et puis ensuite, une quatrième qualité qui me semble super importante, c'est la gentillesse. La gentillesse qui est que quand je discute avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi, qui a une autre vision, je ne vais pas directement l'insulter, le mépriser, ou même pas vouloir discuter avec lui parce que j'estime qu'il serait, entre guillemets, complotiste. C'est le terme qu'on a utilisé comme antisémite, comme extrême droite, tous des termes en fait qui sont vides de sens, qui sont des arguments de ceux qui n'en ont pas, justement par rapport à l'extrême droite ou l'extrême gauche. Moi je suis ni de l'un ni de l'autre, mais ça m'intéresse d'aller discuter avec eux parce que j'ai envie de voir quels sont leurs arguments. Ça m'intéresse en termes humains, donc d'être curieux, d'être humble, d'être impertinent et puis d'être gentil. Dans la discussion, c'est d'écouter l'autre, de ne pas l'insulter. Et ça, on voit aujourd'hui que ça devient très difficile. L'intelligence se perd. Moi, personnellement, je me suis fait insulter, mais de tous les noms. Depuis 18 mois, je me fais vraiment insulter. Dernièrement, je suis passé à la télé, sur la télé suisse, un tout petit peu. Qu'est-ce que je me suis fait insulter aussi par certaines personnes. Mais c'est incroyable, en fait. Et pour moi, un modèle de personne intelligente, une personne vraiment intelligente, c'est le professeur Perron. Le professeur Perron, il a vraiment les 4 qualités. Il est très gentil, on le sent, il est extrêmement gentil. Il ne va jamais insulter les autres, il fait toujours attention de ne pas blesser. Il est impertinent parce que quand il fait ses livres, les titres sont assez impertinents, puis il va dans les émissions quand il était invité, parce que maintenant, on ne l'invite même plus. On pourrait se poser la question, pourquoi est-ce qu'on n'ose pas l'inviter, discuter avec lui? Heureusement, il existe des médias alternatifs qui sont beaucoup plus intelligents que les médias classiques, qui osent l'inviter, heureusement. Et donc lui, il est impertinent, il est très gentil, il est très curieux. Il pourrait peut-être l'être plus sur les médecines alternatives, ok, mais par rapport à son niveau, parce que c'est quelqu'un de top niveau en France, qui a été au plus haut niveau à l'État, dans la médecine classique, c'est quelqu'un qui est très ouvert sur d'autres façons de soigner.
Donc je trouve qu'il est extrêmement curieux aussi. Et puis il est très humble. Quand il parle, on voit toujours qu'il y a beaucoup d'humilité dans sa façon de parler. Il dit lui-même qu'il peut se tromper. Enfin vraiment, il a vraiment les 4 qualités de la nouvelle intelligence, enfin la vraie intelligence. La nouvelle définition de l'intelligence, c'est l'intelligence, c'est quelqu'un de humble, c'est quelqu'un d'impertinent, c'est quelqu'un de curieux et c'est quelqu'un aussi de gentil. La gentillesse étant une très belle qualité aussi qui pourra sauver l'humanité, car celui qui est le plus gentil, c'est celui qui gagne. Celui qui est le plus gentil, c'est celui qui fait finalement qui génère le plus d'harmonie dans la relation. Une deuxième clé spirituelle que l'on peut retirer de ce que nous traversons actuellement, c'est qu'en fait nous sommes amenés à évoluer ou à disparaître. Évoluer par soit la conscience, soit par la souffrance. Mais de toute façon on va évoluer, sinon on va disparaître. En fait, on pourrait dire que le but de la vie, c'est pas juste d'être heureux simplement et de ne plus avoir de souffrance, puisque la souffrance, comme dit d'ailleurs mon ami Nasrin Reza, c'est en fait la vie, c'est des vagues, il y a tout le temps des choses qui ne nous conviennent pas, des événements qu'on n'a pas décidés, des choses qu'on ne contrôle pas, c'est vraiment des vagues, c'est de pouvoir surfer sur ces vagues, et donc la vie, c'est d'évoluer, c'est de développer sa conscience pour justement, malgré ces événements chaotiques, arriver à garder une paix intérieure. Et cette évolution, elle ne peut se faire par 2 moyens, soit par la conscience, en développant ma conscience, en développant cette intelligence pure dont je viens de parler, ou alors, si vous ne le faites pas par la conscience, par des prises de conscience, ça va se faire par la souffrance. Mais de toute façon, vous allez évoluer. On le voit dans cette crise, de plus en plus de gens ouvrent les yeux, notamment sur ce pass sanitaire, la 3e dose. Des gens se disent « Ah, d'accord, une 3e, et peut-être après une 4e, et peut-être après une 5e. » Et là, ils imaginent la souffrance, parce que, bon, c'est quand même... je ne vais pas trop dire ici, mais c'est très contraignant. Et ce n'est pas du tout ce qu'on nous a vendu au début. Et donc, toutes ces contraintes multiples qui sont maintenant les masques pour les enfants qui reviennent, toutes ces contraintes font qu'à un moment donné, il y a un éveil de conscience. Mais ça suffit, je ne marche plus là-dedans. Et donc cet éveil de conscience a parfois besoin qu'il y ait plus de souffrance. Donc il y a encore des gens, on va dire qu'il y a encore des gens qui n'ont pas assez souffert. Et ça va venir. De toute façon, ils vont s'éveiller. La vie s'est évoluée. Et soit on évolue par la conscience ou par la souffrance. C'est comme s'il y a des accidents sur un carrefour, il y a des accidents, il y a un mort, on dit qu'il faudrait mettre des feux rouges ou un rond-point, puis il y a 2 morts, 3 morts, on le dit encore plus fort, l'État ne bouge pas, 4 morts, 5 morts, c'est au bout du 10e mort qu'on se dit « Ok, là maintenant on va bouger ». Donc il a fallu une grande dose de souffrance pour que ça bouge. Et c'est valable dans nos vies privées également, on va faire la même erreur, on va en souffrir, on va recommencer, on va ressouffrir. Et peut-être qu'on va devoir refaire encore une fois l'erreur pour dire « Ok, maintenant j'ai compris ». Vous voyez, en fait, soit on évolue par la conscience, soit on évolue par la souffrance. Et on le voit que c'est également au niveau collectif. On pourrait parler en termes spirituels de réincarnation. Une réincarnation collective. Ça veut dire que nous sommes condamnés à revivre les mêmes tragédies de l'histoire si on n'apprend pas des leçons de l'histoire. On voit que l'histoire se répète et tout ce qu'on a pu retenir comme leçon à la fin des années 40, en disant plus jamais ça, eh bien, en fait, on voit que maintenant ça recommence. Si vous voulez chercher à comprendre comment est-ce que Hitler a pu être mis au pouvoir et que les gens ont pu obéir à de telles absurdités et croire à ça, ben, il suffit de regarder ce qui se passe aujourd'hui. En fait, on recommence les mêmes erreurs et on va de nouveau, comme à l'époque, il y avait aussi un pass d'un bon citoyen. Maintenant, il y a le pass du bon citoyen, pareil, et on rentre de nouveau dans un système totalitaire avec traçage et traquage numérique. À ce propos, j'ai pris un papier avec moi pour vous montrer, pour ceux qui n'ont pas encore suffisamment souffert, qui n'ont pas pris conscience de ce qui nous attend, eh bien, si ce n'est pas par la conscience, ça va être par la souffrance. Regardez ce qui vous attend. Ici, je vous lis juste, j'ai pris quelques notes d'un dissident chinois en Chine, donc actuellement. Si vous êtes un dissident, ça veut dire si vous osez critiquer le gouvernement, ce qu'a fait Li Yu, qui est un journaliste, il a critiqué le gouvernement. Et bien, comme là-bas, le QR code est partout, on ne peut pas se déplacer sans son QR code, eh bien, il a eu une condamnation du gouvernement, mais en plus, il ne peut plus acheter un billet d'avion, parce qu'il faut un QR code pour acheter un billet d'avion, et ça, son QR code lui interdit de faire ça. Il ne peut plus prendre un billet de train non plus, donc il ne peut plus se déplacer, rendez-vous compte. Il ne peut plus obtenir un prêt dans une banque, parce que maintenant là-bas aussi c'est lié au QR code. Il ne peut plus acheter une propriété. Il
il peut plus vraiment, il a vu son compte bancaire gelé, donc voilà, c'est ce qui risque de nous arriver. Tous ceux qui osent remettre en question le narratif de la peur aujourd'hui des gouvernements, qui osent remettre en question ces dérives totalitaires, la fin de l'état de droit, eh bien, risquent d'avoir ce même type de traitement en fait comme en Chine. Et donc, il ne peut même plus aller dans les manifestations parce que pour se déplacer, il faut un QR code et on verrait qu'il l'aurait fait, donc il serait de nouveau condamné. Donc, en fait, il est assigné à résidence en permanence. Comme en Autriche, on est en train de vouloir que je crois que c'est déjà le cas, je ne sais plus, les gens qui ne sont pas vaccinés sont confinés. Alors, en Australie, regardez ce qui se passe en Chine, c'est ce qui va nous arriver. Hein. Ce qui est en train de se passer en Chine, mais on va vers ça, en fait. Si vous vous êtes pas rendu compte, vous allez le vivre et vous allez, par la souffrance, ouvrir vos yeux, développer votre conscience en disant « Ah oui, je commence à prendre conscience des dangers, de l'enjeu. » En Australie, qu'est-ce qui se passe? En Australie, depuis le 11 octobre, vous avez des règles qui en fait mettent officiellement en place la ségrégation, la discrimination, l'apartheid. Il y a des amendes entre 1000 à 5000 $ si vous ne respectez pas ces nouvelles règles. Et c'est quoi ces règles? C'est que si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez pas rendre visite à des amis, sauf circonstances limitées. Par exemple, vous pouvez faire une garde d'enfants ou aider à déménager, mais vous ne pouvez pas aller faire des visites sociales chez quelqu'un si vous n'êtes pas vacciné. C'est interdit. Il y a des contrôles. Vérifiez par vous-même, vous verrez, ça c'est comme ça en Australie pour l'instant, dans certains États d'Australie. Le lieu de culte, vous ne pouvez pas, si vous n'êtes pas complètement vacciné, aller dans un lieu de culte. Donc, c'est la deuxième dose ou la troisième dose, et après ce sera la quatrième ou la cinquième. Vous avez compris, c'est une dose éternelle, un abonnement vaccinal éternel pour être bien dans le système, pour être un bon citoyen. Et on vous empêche des tas de choses. Par exemple, ici en Australie, si vous n'êtes pas injecté, vous ne pouvez pas aller dans les grands magasins. Vous pouvez aller juste dans des magasins de détail simplement. Donc c'est fini le supermarché. Vous ne pouvez pas aller dans les laveries automatiques non plus, ni dans les bureaux de poste. Donc il y a une liste que le gouvernement a mise. On n'est pas dans un film de science-fiction, on est dans une dystopie. C'est la réalité actuellement. Vous aurez dit ça en 2019, vous dites mais non, jamais il y aura ça ici, il n'y aura jamais de passe sanitaire, il n'y aura jamais tout ça. Eh bien c'est en train de se passer, puisque vous le savez qu'on est dans un état d'urgence permanent. L'état de droit n'existe plus. Et donc voilà, vous ne pouvez pas aller dans les magasins dits non essentiels, c'est terminé. Salon de coiffure, si vous n'êtes pas complètement vacciné, vous ne pouvez plus aller dans un salon de coiffure, ni un salon de beauté, ni des locaux de massage, c'est terminé. Mariage ou funérailles, ça m'a fait rire. Les mariages jusqu'à 100 personnes sont désormais autorisés pour tout le monde. Mais si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez pas y assister. Sauf si le mariage a moins de 10 personnes. Et les deux mariés comptent. Et le prêtre aussi, donc 7 personnes en fait. Vous avez déjà vu des mariages avec 7 personnes, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc vous pouvez aller juste à ceux-là. Idem pour les funérailles. Vous ne pouvez plus aller non plus dans les cafés, les restaurants, bien sûr. Ça c'est comme ici déjà. Et puis même voyager en voiture avec quelqu'un qui est avec d'autres personnes, vous ne pouvez pas. Vous devez être seul dans votre voiture. Enfin vous voyez, ça devient complètement aberrant. En Suisse, ici, vous savez qu'à la maternité de Lucerne, si vous n'avez pas le pass sanitaire, une mère qui vient de donner naissance, elle ne peut pas allaiter son enfant. Il faut d'abord qu'elle ait son passe à jour. Ici, il y a à Sion, juste à côté, une maman n'a pas pu aller voir sa fille parce qu'elle n'a pas le pass sanitaire. Il faut avoir un pass sanitaire à jour. Vous voyez, on est en train de rentrer dans un monde complètement délirant, mais il faut savoir, vous vous en rendez compte autour de vous, qu'il y a des gens qui trouvent ça tout à fait normal. Parce que sous le couvert d'une bonne intention, comme disait Albert Camus, les tyrans utilisent toujours la bonne intention, la sécurité et la protection pour instaurer leur tyrannie. Et évidemment, naïvement, par manque d'intelligence, par paresse intellectuelle, la plupart des gens vont suivre ça. Donc, on voit vraiment que cette crise qui est l'occasion de développer sa conscience. Et on voit aussi, et c'est là la troisième clé de conscience que je voudrais vous présenter, c'est que la conscience, c'est en fait la seule solution à cette crise, au final. Parce qu'on voit que l'histoire se répète, chaque fois on fait des révolutions, on croit que ça va mieux, puis en fait les mêmes psychopathes reviennent au pouvoir, on retrouve les mêmes corruptions, et ça recommence chaque fois en fait. La seule solution pour qu'un monde soit vraiment plus humain et beaucoup plus vivable et respirable, c'est que la conscience soit en chaque être humain. On voit aujourd'hui cette résistance qui est difficile à se mettre en place contre le totalitarisme, les violences policières, toutes les absurdités. La résistance dure à se mettre en place, il faut s'organiser. Mais idéalement, rendez-nous compte que ça ne devrait pas être comme ça. On devrait tous résister à ça. On devrait tous dire non.
non pour le masque des enfants à l'école, parce que scientifiquement ça ne se justifie pas, beaucoup de scientifiques en parlent, non à toutes ces mesures en fait, non à ces obligations. On devrait tous dire non tout de suite. Et malheureusement, comme on ne dit pas non tout de suite, parce qu'on est dans la peur, on est dans l'ego, et non pas dans la conscience. Exemple de conscience, pour vous montrer ce que ça donnerait, imaginez que demain l'État vous dise on va prendre vos enfants sous tutelle, vous ne pouvez plus les avoir à la maison, on va les mettre dans des camps. Et ça commence demain matin. Eh bien, je crois que la plupart des parents n'amèneront pas leur enfant à l'école. Et ça, c'est tout le monde qui, sans se concerter, sans aucune concertation, tout le monde refuse. Parce que ça va contre notre conscience. Mais c'est ce genre de réaction, de comportement qu'on devrait avoir face à toutes ces mesures sanitaires. Il n'y a même pas besoin de s'organiser, on aurait tous dû dire non tout de suite. Tous les parents auraient dû dire non. Il suffisait de voir l'étendue des dégâts pour dire non. On sait aujourd'hui qu'en 2020, le taux de suicide chez les enfants de moins de 15 ans, donc c'est rare des enfants de moins de 15 ans qui se suicident, il y en a qui se sont pendus, qui se sont jetés par la fenêtre. Le taux de suicide a augmenté de plus de 300%. Et peut-être ça continue d'augmenter maintenant. Et j'en arrive à la quatrième clé spirituelle qui est l'amour. L'amour qui est synonyme d'harmonie, de paix intérieure, de confiance, qui est vraiment l'antidote à la peur qui est la stratégie numéro 1 de l'ego collectif, de ces psychopathes qui peuvent être au pouvoir pour l'instant et qui instille la peur dans les populations. Comme dans l'histoire, on l'a bien vu, c'est que plus une population a peur, plus elle est malléable, elle est manipulable pour aller faire des guerres par exemple. Et là, on nous prête des dangers incroyables à un ennemi imaginaire et les gens sont prêts à faire n'importe quoi, jusqu'à discriminer d'autres personnes, accepter des passes sanitaires, le pass de la honte. Donc en fait, on voit que il est fondamental de ne pas être dans la peur, que notre corps puisse vibrer dans une émotion d'amour, d'harmonie. L'harmonie est beaucoup plus importante même que d'atteindre notre objectif, parce que si on se bat contre tout ça en étant dans l'émotion, on tombe aussi dans les pièges de ces psychopathes, parce qu'une fois qu'on est dans la peur ou dans la colère, on vibre plus du tout dans l'amour, on est vraiment pris par des émotions destructrices qui font qu'on va tomber beaucoup plus vite malade, on va être beaucoup moins intelligent, on va être moins créatif. On sait aujourd'hui par les études que le système immunitaire va diminuer drastiquement quand on est dans les émotions négatives, destructrices. Je dis émotions négatives, en fait, toutes les émotions sont utiles, mais je veux dire négatives dans le sens que c'est chronique. Je suis tout le temps dans la peur, je suis tout le temps dans la colère, je suis tout le temps dans la tristesse, dans la dépression. Excusez-moi. Et bien évidemment, cette chronicité des émotions négatives, évidemment, est extrêmement néfaste pour notre santé. Donc on peut aussi voir d'un point de vue beaucoup plus spirituel que nous sommes dans une période où il y a une opposition entre l'amour et la peur, entre l'inconscience et la conscience, entre l'ego et la conscience. Alors quel camp choisissez-vous? Je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est déjà que vous avez choisi votre chemin. Et c'est un défi de chaque instant, et je m'inclus là-dedans. C'est vraiment pas facile avec toutes ces informations. C'est pour ça qu'il faut absolument couper ces médias, tout en s'informant, donc en prenant des informations minimum, comme j'essaie de le faire, de s'informer et de continuer à lutter pour plus d'humanité, dire non à la folie. Quand on a quelqu'un qui est fou devant nous, qui est dans un délire, c'est important de dire non à ça, de ne pas rentrer dans son délire. Quand vous avez un psychopathe ou un pervers narcissique qui dit « mais si tu veux rentrer, tu dois d'abord te faire violer, mais tu es libre, hein, mais tu es libre ». Vous voyez ce genre de discours aberrant qu'on entend ici au niveau collectif, hein, mais vous êtes libre, hein, mais il faut d'abord faire ça, 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 ça. Eh bien non, on refuse. On refuse ce viol, on refuse ce chantage, on n'en veut pas. Mais tout ça avec amour, parce que plus on vibre de manière positive et on garde une joie, on garde confiance, on a la vision que l'amour va gagner, que la conscience va gagner, au plus on va être efficace. Et puis ça nous permet, quand on a l'amour, et je termine avec ça, c'est de pouvoir pardonner. Pardonner, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonner aux personnes qui sont prises dans ce narratif de la peur, qui ne le remettent pas en question et qui vous insultent même parfois. Résistez à ce mépris social parce que vous leur pardonnez, parce que si vous-même vous étiez pris dans ce narratif, vous ferez peut-être la même chose qu'eux. Je le ferai aussi. Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, parce que c'est comme s'ils étaient drogués.
hypnotisés. C'est l'hypnose par les médias, c'est vraiment de l'ingénierie sociale en fait. C'est vraiment, vous savez que les gouvernements sont conseillés par des grands cabinets internationaux. Il y a des millions d'euros qui sont investis là-dedans pour manipuler les populations, créer de la peur, créer de la division. Et donc, quand quelqu'un est drogué, hypnotisé, c'est très dur de le sortir de là. C'est comme dans une secte en fait. C'est très dur de le sortir de la secte parce qu'il est complètement prisonnier de cette façon de penser, de cette pensée unique. Il est dans la peur, il est dans le déni. Et donc, pardonnons-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, tout en étant en même temps très ferme pour dire non et surtout pour protéger les enfants parce qu'en train de venir ces prochains mois, l'hiver va être rude. C'est important de traverser ce chaos avec confiance, mais l'hiver va être rude et c'est important de se positionner pour qu'on ne touche pas aux enfants. Et encore un dernier mot pour ceux qui peuvent perdre espoir, d'être découragés. Eh bien, je vous invite vraiment à garder courage. Il y a beaucoup de choses qui bougent, il y a beaucoup de nouveaux résistants qui arrivent contre ces folies, des gens qu'on n'attendait pas. Demain, je vais à Berne, il y a Robert Kennedy, Rainer Fulmich, des gens très connus qui se réunissent justement pour protéger les enfants. Et il y a de plus en plus de gens qui ouvrent les yeux. Donc il y a des informations qui commencent à passer dans les médias classiques qui montrent l'absurdité de la situation. Donc moi je partage tout ça sur mon canal Telegram, mais il y a d'autres sources d'informations, il y a des tas d'associations, je les ai souvent citées, Bon Sens, Réinfo Covid, Réinfo Liberté. Donc je vous invite à ne pas rester seul si vous êtes dans la détresse, vous s'unir et garder espoir. Au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous.